Mais qu'est-ce que lui a appris Madame David pour faire adopter cette motion débile contre l'islamophobie supposée des Québécois? Est-elle tombée sur la tête ou quoi? Hé, j'étais déjà écœurée de voir ce terme insignifiant utilisé à toutes les sauces, mais rendu à l'Assemblée nationale, ça va faire. On n'a pas encore fini de régler le projet de loi 59 de Couillard, puis là, elle nous sort cette patente-là. Hein? Ce qui est encore plus étonnant, c'est que tous les autres partis aussi ont signé. Hey, même l'opposition a fini par admettre, comme le chef du gouvernement, que l'intégrisme est un choix personnel qui ne cause pas de problème. Et le problème, c'est le nombre de racistes au Québec qui est rendu pas mal élevé. Je vais vous dire, c'est quoi les vrais problèmes, Madame David, moi. Ce sont justement ces décisions honteuses qui incitent à la haine et qui créent plus de racistes au Québec. Les vrais problèmes, c'est que nos élus n'arrêtent pas de semer la peur en continuant à faire l'oreille sourde et en persistant à ignorer qu'il y a une véritable menace de l'intégrisme islamique. Le problème, c'est que vous vous contredisez, Madame David, en disant que le niqab est une prison pour les femmes. Au lieu de les aider à se libérer, non seulement vous les encouragez à s'enfermer encore plus, mais vous poussez d'autres à les imiter. Comme si la prison était un choix. Forcer une femme à se cacher dans une burqa ou un niqab, c'est une forme de violence, Madame David. Et je vous rappelle qu'au Québec, il y a des organismes et des programmes pour aider les femmes victimes de violences à s'en sortir. Les vrais problèmes, c'est qu'en adoptant cette motion-là, vous nous empêchez, nous les penseurs libres de culture musulmane, de dénoncer l'intégrisme et de critiquer notre religion, alors que nous prenons le risque de le faire parce que c'est la seule façon d'ouvrir les esprits et de faire évoluer l'islam pour le rendre le plus compatible possible avec les valeurs québécoises. Et pour que nous soyons considérés des citoyens à part entière, notre culture doit être traitée au même pied d'égalité que les autres. En tout cas, moi, j'ai déjà été désignée comme islamophobe. Depuis longtemps, Madame David. Et on me l'a tellement rappelé que j'ai fini par nommer mon nouveau spectacle Islamophobe malgré moi. Alors, vous ne réussirez jamais à me museler, quitte à aller aux prisons pour vrai. Vos adversaires sont les intégristes parce que les intégristes sont les adversaires de la démocratie. Ils ont un agenda politique. Dans leur conception, il y a deux mondes. Il y a Dar al-Harb et Dar al-Islam, la maison de la guerre et la maison de l'islam. Tant qu'ils sont dans la maison de la guerre, ils vont vouloir convertir, ils vont vouloir faire de l'endoctrinement et amener les gens à leur idéologie. On est dans un domaine d'idéologie politique, sous couvert de religion. Ce qui se passe ailleurs ne rattrape ici, notamment les mariages forcés, parce que ça existe, la polygamie, parce que ça existe, l'excision, parce que ça existe, la ségrégation sur une base sexuelle dans les institutions publiques, notamment les écoles, ça existe. De même que le niqab, la burqa et le tchador. Ce que, Madame la ministre, le projet de loi fait, c'est qu'il introduit dans la législation québécoise le concept de l'islamophobie. L'islamophobie pour donner suite à une revendication des groupes islamistes radicaux qui réclament depuis longtemps la criminalisation de la haine à l'égard des religions. Ça a donné Charlie Hebdo, par exemple. Ça a donné Salman Rushdie. Alors, il y a une confusion dans ce projet de loi entre liberté d'expression au sujet d'une religion, ce qui est du domaine des idées, on va mettre une police des idées, et la haine à l'égard des croyants en tant que tels. Il faut remonter à la source. Déjà en 1948, lorsqu'on a élaboré la Déclaration universelle des droits de l'homme, le ver était déjà dans le fruit. L'Arabie saoudite s'est opposée à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour deux raisons. Pour le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et pour le principe de la liberté de religion.
c'est-à-dire le droit de choisir sa religion et le blasphème. Déjà en 1999, l'Organisation de coopération islamique qui représente 57 États où l'islam est religion d'État a plaidé devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU de museler la liberté d'expression, d'introduire le délit blasphématoire dans les instruments juridiques internationaux afin d'interdire la diffamation des religions. Et il faut sortir de cette dynamique, une dynamique empoisonnée, où quiconque touche à ce problème-là est accusé d'islamophobe. Même les journalistes. J'ai parlé à des journalistes, ils ne veulent même pas parler de ça, parce qu'ils ont peur de se faire poursuivre pour diffamation. Il y a actuellement une poursuite en cour supérieure contre un journaliste de la presse et la presse elle-même, par M. Salam El-Meniaoui, qui s'était présenté devant vous, perpétuel président des conseils des mosquées de Montréal, autoproclamé, cela va de soi. Mais il poursuit le journaliste. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté un fait. Il a dit que les services de renseignement américains considèrent la mosquée Sunna comme étant un nid de terroristes. Il est poursuivi pour diffamation pour 150 000 $. Moi, j'ai été accusé, par exemple, souvent par M. El-Meniaoui et d'autres. Il m'a accusé lors de la lutte que j'ai menée contre la charia, que j'étais une musulmane laïque. Ça, c'est une insulte. Musulmane laïque, donc, tu n'es plus musulmane. Il l'a dit d'ailleurs, Fatima Ouda Pepin n'est pas une musulmane. Imaginez-vous. Moi, je trouve que si, en plus de ça, on leur donne le pouvoir que leur conférerait le projet de loi 59 avec l'article 9, on va s'en aller dans des dérives dont vous n'avez aucune idée. Les Hamza Chaoui de ce monde, les Adil Sharqawi que vous allez entendre de ce monde, eux autres, on va les protéger parce qu'ils appartiennent à un groupe de personnes qui représentent une caractéristique commune identifiée. Le problème, c'est quand la religion est instrumentalisée à des fins idéologiques. L'Arabie saoudite, qui est la mamelle principale pendant des années du financement de l'intégrisme dans le monde, incluant dans le monde occidental, elle forme des imams, elle les envoie en mission, elle les paye, ils reçoivent leur solde, et puis ils prêchent l'islam wahhabiste, l'islam salafiste. On dit aux jeunes occidentaux, quittez vos pays, quittez Dar al-Harb, quittez la maison de la guerre, et venez vers la maison de l'islam. Faites ce qu'on appelle la hijra, c'est la migration, c'est l'immigration. Donc quittez vos pays, venez en Irak, venez en Syrie, vous faire tuer, et puis vous allez aller au paradis, puis les vierges vous attendent. Vous appelez ça une nouvelle forme de totalitarisme, l'islam politique en général, mais également l'islam plus précisément. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que finalement ce discours-là alimente la haine aussi et met de l'huile sur le feu? Bah écoutez, honnêtement, j'ai pas envie de leur dire grand-chose, sinon que je défends la liberté et que aujourd'hui la seule chose qui me préoccupe, c'est davantage le feu que l'huile. Et tous ces amoureux de la démocratie, tous ces amoureux de la liberté devraient être préoccupés par tout ce sang qui coule dans de très nombreux pays musulmans et se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ce sang coule-t-il? Eh bien, il coule parce que nous n'avons pas réglé encore un problème crucial qui touche l'ensemble du monde musulman, à savoir la séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. Donc, tant et aussi longtemps que cette question-là ne sera pas résolue, eh bien, nous ne serons pas des démocraties. Et quand on n'est pas une démocratie, ben, on est un État, on est au mieux un État totalitaire et au pire une théocratie comme les théocraties monarchistes, esclavagistes du Golfe, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc, aujourd'hui, il est question pour moi, pour nous, pour tous ces intellectuels, ces laïcs, ces démocrates qui vivent dans les pays musulmans, mais pas seulement, qui vivent un peu partout dans le monde, eh bien de se mobiliser ensemble, parce que je considère qu'on est les maillons d'une même chaîne, c'est-à-dire que l'on croit, nous, à une justice, à la liberté, à l'égalité. Ce sont des valeurs qui sont universelles et l'islam doit se moderniser, doit aujourd'hui réfléchir
clair sur son devenir s'il veut réellement s'inscrire dans l'humanité et dans la marche de l'histoire. Alors l'islam doit se moderniser. Et d'ailleurs, je précise que votre livre a été préfacé par Boualem Sansal, qui est aussi dans cette lignée. Revenons peut-être à l'Arabie Saoudite. Vous avez dit, il faut aussi faire attention aux relations qu'on a avec certains pays. La ministre suédoise des Affaires étrangères, elle dit avoir une politique, disons, humaniste ou féministe. Elle a d'ailleurs mis un terme aux ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que c'est ça le modèle qu'il faut suivre ? Écoutez, c'est certainement un modèle. De toute façon, ce qu'il ne faut pas suivre, ce qu'il faut arrêter, c'est cette schizophrénie. Mais enfin, on ne peut plus aujourd'hui se regarder dans le miroir, continuer de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, comme le fait le Canada, comme le fait la France, comme le font de nombreux pays, et par ailleurs se targuer d'être à l'avant-garde du combat contre le terrorisme, contre Daesh. Mais Daesh, c'est quoi sinon cette idéologie de l'islam politique? Et l'idéologie de l'islam politique, c'est elle qui donne naissance au terrorisme. C'est pas l'inverse, c'est pas le terrorisme qui donne naissance à l'idéologie, c'est parce que il y a d'abord une construction du monde, une conception du monde qui est totalitaire, qui fait pousser un bras qu'on appelle un bras armé. Alors aujourd'hui, il prend le visage de Daesh, mais pas seulement. Donc moi, je plaide en faveur d'une reconfiguration des relations internationales et d'une marginalisation de ces monarchies esclavagistes du Golfe. Il est temps de changer nos rapports avec elles et il est temps de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait en 1945. Nous sommes en 2016.